Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. La justice française a donné ce mercredi un avis favorable pour l'extradition de François Compaoré. Procès putsch manqué. Le général Gilbert Diendéré nie toujours les faits qu'on lui reproche au 7e jour de son audition. Des détails dans ce journal. La plateforme d'organisation burkinabé de lutte contre la corruption a procédé mardi au lancement de ses activités entrant dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de lutte contre ce fléau. En dépit des acquis engrangés, le phénomène reste toujours préoccupant. Bienvenue à tous et à toutes. Nous débutons ce journal par ces informations. En bref, 3 gendarmes ont été blessés dans la nuit de mardi au cours d'une attaque de leur poste de contrôle situé sur l'axe Dori-Setenga à une dizaine de kilomètres de la ville de Dori. L'information qui est rapportée par le journal en ligne infoacat.net indique que l'équipe de la gendarmerie, qui était composée de 6 éléments, a été attaquée par une vingtaine d'individus armés non identifiés venus à pied. Aucun bilan officiel n'est disponible pour l'instant, mais des informations font état de 3 véhicules des gendarmes qui ont été incendiés et des engins emportés par les assaillants. La justice française a rendu ce mercredi un avis favorable à l'extradition de François Compaoré, frère cadet de l'ex-président du Faso Blaise Compaoré, dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo. Un avis dont l'effet ne devrait cependant pas être immédiat puisque la défense de celui-ci dispose de plusieurs possibilités de recours pour le contester. Comment cette nouvelle a été accueillie par le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques? Nous avons posé la question au porte-parole du dit collectif, Chrysogoone Zougmoré, par ailleurs président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP. Écoutons sa réponse qui a été recueillie par Dasmane Nyangane. Naturellement, nous avons accueilli cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction parce que, comme vous le savez, c'est ce que nous demandons et c'est ce que nous souhaitions depuis longtemps. Nous estimons qu'il est temps que M. François Compaoré vienne répondre de ce qui lui est reproché devant la justice burkinabé. Donc, naturellement, c'est avec satisfaction que nous avons accueilli cette nouvelle. Et nous tenons à également préciser qu'il s'agit là d'une nouvelle victoire d'étape. Parce que après la réouverture du dossier, suite à l'arrêt du 5 juin 2015, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, nous venons d'enregistrer cette nouvelle victoire-là. Cela dit, nous ne sommes pas dupes, parce que nous savons que, comme vous le savez, ils se sont déjà pourvus en cassation. La procédure peut encore durer, mais déjà le fait même que cette décision ait été prise ce soir nous réjouit énormément. Nous restons toujours dans le milieu judiciaire, mais cette fois, nous nous dirigeons au tribunal militaire où le général Gilbert Diendéré comparaît dans le cadre du procès du putsch manqué de septembre 2015. L'accusé reste toujours campé sur sa position. Danouma Ismaël Traoré est dans ce studio. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Tanga Thierry Zongo. Quel est le point de l'audience de ce mercredi? Tanga Thierry Zongo, comme vous l'avez dit tantôt, le général de brigade Gilbert Diendéré s'est une fois de plus présenté à la barre ce mercredi pour répondre de sa responsabilité dans le coup d'État du 16 septembre 2015. Et ce sont les parties civiles qui ont poursuivi avec leurs questions et observations. L'on retient que le général Gilbert Diendéré a botté en touche la plupart des questions qui lui ont été posées, au motif qu'il aurait déjà soit longuement répondu à ces questions, soit parce que pour lui, il n'est pas question qu'il réponde aux déclarations de ses co-accusés. À la question de Maître Prosper Farama de savoir pourquoi le général était le seul informé d'un mouvement
mouvement de troupes au camp alors que même le chef de corps n'était pas informé. Il explique que le chef de corps aurait pu être informé, mais s'il ne l'a pas été, c'est peut-être parce que cela s'est passé en dehors de la caserne. Il précise par la suite que lui-même n'a jamais été informé d'un mouvement de troupes. Cette réponse n'a pas convaincu l'avocat de la partie civile qui dit trouver curieux que le général affirme qu'il n'était pas informé alors qu'à la rencontre avec les officiers, il aurait dit, selon les déclarations de plusieurs de ses co-accusés, qu'il s'excuse de ne les avoir pas associés à l'action puisque tout le monde ne peut pas être mis au courant de ces genres d'informations. Et Maître Prosper Farama ajoute, je cite, « On ne peut pas aller à une rencontre avec ses collègues officiers en faisant cerner le bâtiment et placer un élément armé à l'intérieur sans qu'on ne soit informé de quoi que ce soit ». Fin de citation. Et lorsque l'avocat lui demande d'expliquer au tribunal si ce dispositif était habituel, le général Gilbert Diendéré affirme avoir déjà répondu à cette question et d'ajouter qu'il faudra avancer. À ce propos, Maître Prosper Farama lui signifie ceci: « Mon général, nous avons tout le temps ». Gilbert Diendéré rétorque en signifiant que c'est lui qui est devant pour répondre depuis plus d'une semaine. C'est alors que Maître Prosper Farama l'interpelle en ces termes. « Mon général, nous aussi nous avons fait plus de 2 semaines sans dormir en septembre 2015. En plus, si vous êtes fatigué, vous pouvez demander au président de vous trouver une chaise. Sinon, nous sommes là pour vous poser des questions. Bien sûr, vous êtes libre de ne pas les répondre. » Avec Maître Guy Hervé Kam, un autre avocat de la partie civile, le général n'a pratiquement pas répondu aux questions. Le premier couac entre l'avocat et le général est intervenu suite à une observation de Maître Guy Hervé Kam qui disait avoir parcouru tout le dossier sans trouver un seul élément de décharge pour le général et indiquer que sa défense gagnerait si elle en dispose de le verser au dossier. Et le général Gilbert Diendéré va recadrer alors l'avocat en l'invitant à rester dans son rôle de partie civile au lieu de donner les orientations à ses avocats. Et de quel droit vous prévalez pour défendre le parquet ou le juge d'instruction? Restez dans votre rôle et laissez mes avocats jouer leur rôle et le parquet jouer le sien, a-t-il lancé. La question de Maître Guy Hervé Kam de savoir à quel moment le général a décidé de prendre les choses en main va changer le cours des discussions. Le général expliquera qu'il est gêné quand il doit répondre aux questions de l'avocat parce qu'il n'arrive pas à faire la différence entre Monsieur Guy Hervé Kam, porte-parole du Balai citoyen, et Maître Guy Hervé Kam, avocat de la partie civile. Cela, il l'explique par le fait que le porte-parole est l'un des responsables de ce qui a poussé aux événements du 16 septembre. Nous avons suivi tout ce qui s'est passé le 30 octobre 2014. Nous avons vu les photos ici, nous avons vu comment les 50 millions du régiment de sécurité présidentielle ont été distribués aux responsables d'OSC, dont Guy Hervé Kam. Nous avons en souvenance les 100 millions remis à Guy Hervé Kam. L'intermédiaire est prêt à venir témoigner. Quand on voit que c'est en voulant chercher à manger qu'une telle situation est arrivée, c'est difficile de répondre à Guy Hervé Kam, a-t-il déclaré. En réponse, l'avocat s'est dit indigné d'entendre de telles affirmations qu'il a qualifiées de fausses et dire que si c'est le général qui était tant vanté et qui relaie ces informations, c'est que Blaise Compaoré a dormi pendant longtemps et sur des renseignements faux. L'audience a été suspendue à 17h et reprendra donc vendredi avec toujours la partie civile. Merci à vous, Danouma Ismaël Traoré, pour toutes ces précisions. Nous poursuivons ce journal. Le collectif Dignité et Liberté pour Safiatou Lopez s'inquiète de l'état de santé de l'activiste. Incarcéré depuis août dernier, le dit collectif était face à la presse ce mercredi pour exiger sa libération au regard de son état de santé. On fait le point avec Idrissa Koumbem. Interpellé puis déféré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou le 29 août dernier, l'état de santé de Safiatou Lopez serait dégradé selon le collectif d'organisation de la société civile qui défend sa cause. Siaka Koulibaly est le porte-parole du collectif. Elle est en fauteuil roulant donc jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des problèmes musculaires ou des nerfs, toujours est-il qu'elle ne peut pas se tenir debout. Elle se déplace en fauteuil roulant. C'est dans cet état qu'elle a été emmenée de la Mako jusqu'à la clinique. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une évolution. Au regard de cet état de santé de Safiatou Lopez et estimant qu'il n'y a pas de charge retenue jusque-là contre elle, le du collectif plaide pour sa libération pure et simple. Abraham Bardolo, membre du collectif. Ils n'ont arrêté que 2 personnes avec Safiatou Lopez Zongo. Les 2 ne reconnaissent pas les faits. Est-ce que ces 3 personnes peuvent aller faire un coup d'État? Est-ce que ces 3 personnes peuvent aller organiser pour libérer des détenus dans un camp militaire? Nous pensons que la personne même qui a monté
monté le scénario n'a pas du tout été intelligent. Nous dirons que 3 mois sans que le dossier ne puisse avancer, c'est vraiment trop. Nous demandons simplement qu'on puisse remettre notre camarade en liberté. Safiatou Lopez est accusé pour des faits de tentative de déstabilisation du régime en place et de tentative d'évasion de militaires détenus à la maison d'arrêt et de correction des armées. Malgré les acquis importants engrangés dans la lutte contre la corruption à ce jour, l'ampleur du phénomène reste une préoccupation inquiétante. Une faible performance qui s'explique aussi par l'état généralisé d'impunité des crimes économiques et financiers. C'est en substance ce qu'a laissé entendre le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga. C'était au cours du lancement ce mardi des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption par la plateforme d'organisation burkinabé de lutte contre le dit fléau d'Asmane Nyangane. À la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, plusieurs acquis avaient été engrangés au titre de la lutte contre la corruption, a rappelé Luc Marius Ibriga. Mais malgré ces importants acquis sur le plan législatif et institutionnel, la corruption demeure une préoccupation inquiétante de par son ampleur, ses effets dévastateurs sur la gouvernance économique, financière et sociale. L'une des raisons de cette faible performance dans la lutte reste malheureusement l'état généralisé d'impunité des crimes économiques et financiers. Le contrôleur général d'État note que la situation est ainsi en dépit de l'énorme travail de détection des dix crimes auxquels se livrent les acteurs de contrôle, les médias et des organisations de la société civile de lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. C'est pourquoi, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption commémorée chaque 9 décembre, la plateforme d'organisation burkinabé de lutte contre le phénomène a opté de faire une fixation sur l'appropriation et la mise en œuvre de la loi anticorruption au Burkina Faso. Cela s'explique par de multiples questionnements. Combien de crimes et de dossiers pendants devant les tribunaux? Combien de rapports épinglant des auteurs de malversations diverses, de mauvaises pratiques administratives, de cas avérés de corruption restent sans sanction judiciaire ou administrative? Ainsi, pour Luc Marius Ibriga, il est nécessaire que la lutte anticorruption soit revue et corrigée afin d'en finir avec l'impunité des faits et actes de corruption. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre la corruption prévue pour le 9 décembre prochain, la plateforme d'organisation burkinabé de lutte contre la corruption dont la SELC et le RENLAC font partie, tient plusieurs activités du 7 au 9 décembre prochain, parmi lesquelles un panel sur le thème l'appropriation et la mise en œuvre de la loi 04 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. À ce propos, pourquoi après l'insurrection populaire on note encore la montée de la corruption et la généralisation de l'impunité des crimes économiques et financiers? C'est en substance la question qui a été posée au contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga au cours du lancement des dites activités. Écoutons sa réponse au micro de Dasmane Nyangane. Nous savons tous qu'une insurrection, tout comme une révolution, c'est un moment important, mais le plus important, c'est la transformation de l'essai. Vous marquez l'essai, mais maintenant il faut le transformer. Mais aussi, nous devons être conscients que l'insurrection n'est pas une révolution et que cela n'a pas conduit à changer tous les acteurs du système. Ce faisant, il y a des pesanteurs et vous savez que l'administration est une grosse machine. Pour la déplacer, ça pose problème. Et donc, beaucoup ont fait le dos rond et on le voit dans nos statistiques. Et même le RENLAC, dans ses études de perception, l'a vu, il y a eu une baisse importante de la corruption et des actes d'irrégularité dans l'administration. Et comme nous le disons, parce que la sanction n'a pas suivi les velléités de reprise de la corruption, on sent une remontée des actes de corruption. De ce point de vue, je dirais que si ceux qui croient que nous devons tout faire pour débarrasser notre société de la corruption, s'ils baissaient le bras, c'est le risque de la banalisation de la corruption. Et c'est ce qui se développe en disant
on ne peut rien contre la corruption. La corruption a toujours existé. C'est vrai, elle a toujours existé dans toutes les sociétés et de tout temps. Mais la corruption est un curseur de ce qu'on appelle la civilisation d'une société. Parce que si la corruption est développée dans une société, ça veut dire que la solidarité et l'espoir partagé n'existent pas dans cette société. C'est la loi de la jungle et ce sont les plus faibles qui pâtissent de la corruption. On parle toujours de corruption, cette fois-ci dans le système sanitaire au Burkina, un fléau qui a atteint des proportions inquiétantes ces dernières années, selon le réseau national de lutte anti-corruption, dans un rapport qu'il a présenté ce mardi à Ouagadougou. La présentation de ce document rentre dans le cadre de la 13e édition des Journées nationales de refus de la corruption organisées par le réseau. Rakiswende Yvonne Nanema nous fait le point de ce rapport. Le réseau national de lutte anti-corruption RENLAC relate dans son rapport différentes formes de pratiques de corruption dans le secteur de la santé. Il s'agit entre autres de la vente directe de produits par des agents de santé qui ne sont pas des pharmaciens, de surfacturation des médicaments et du non-paiement à la caisse des frais de consultation ou d'examen. À ce propos, le réseau note que 16 personnes sur 38 dans un même centre hospitalier ont fait des paiements sans passer par la caisse. Comment cela se passe? Sagado Nakanabo, secrétaire exécutif adjoint du RENLAC. Nous avons retenu le témoignage d'un médecin d'un CHU qui dit ceci, et je le cite. En réalité, tu peux donner des bulletins d'examen à un malade et tu lui dis d'aller régler à la caisse pour faire l'examen. Un autre agent va l'accoster pour dire, bon mon ami, laisse ça, on va gérer. Il va dire par exemple, l'examen là ça te fait 7 000, mais moi je peux arranger ça et tu ne payeras que 5 000 et bon, mais si tu n'es pas convaincu, tu peux aller à la caisse, vérifier, tu verras les coûts. Ces pratiques sont selon le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC considérées comme de la petite corruption. À l'entendre, la grande corruption touche les cadres supérieurs du domaine de la santé, d'où ces recommandations du réseau afin de lutter contre le phénomène. Sagado Nakanabo. Le RENLAC a par ailleurs invité les responsables des centres de santé à réorganiser les services de consultation et d'urgence de manière à éviter les longues files d'attente des malades ou de leurs accompagnants devant les 10 services. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a aussi épinglé depuis 2016 des actes de malversation dans le secteur de la santé, mais les recommandations jusque-là sont restées lettres mortes. Le contrôleur général d'État Luc Marius Ibriga en parle au micro de Dasmane Nyangane. En 2016, nous avons fait l'audit du district sanitaire de Kosodo sur interpellation des syndicats. Et ce que nous avons vu, c'était quelque chose de grave. Parce qu'au niveau de la santé, des gens monnayaient véritablement les sous de l'État pour ne pas alimenter les malades. À savoir que nous avons découvert toute une machinerie dans ce district sanitaire qui consistait à commander, à lancer les marchés pour l'approvisionnement du district sanitaire en vivres pour les malades. Mais en fait, c'était un marché fictif puisque aucun vivre n'était livré. On se partageait l'argent et on reprenait maintenant en disant que la subvention de l'État n'était pas suffisante. Les malades avaient mangé tout la pomme de terre ou les ignames et qu'il fallait encore prendre dans les ressources propres pour acheter. Et c'est sur cette base que nous avons décidé de faire un audit des 11 districts sanitaires à l'intérieur du pays. Ce que nous avons constaté, c'est que les fonds propres qui avoisinent 60%, il n'y a aucun texte qui encadre l'utilisation de ces ressources propres. Et donc, il y a des malversations qui sont faites. Ce sont des éléments sur lesquels nous avons mis le doigt. Cela supposerait que nous puissions faire un audit de contrôle pour savoir si les changements ont été opérés. Mais pour l'heure, nous n'avons pas connaissance qu'un texte ait été pris par rapport à cela.
Actualité hors de nos frontières, le Premier ministre gabonais, après une visite rendue au chef de l'État en convalescence au Maroc, a déclaré que celui-ci se porte plutôt bien et que le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement. Admis dans un hôpital de Riyad en Arabie Saoudite le 24 octobre dernier, le président Ali Bongo a par la suite été transféré dans un établissement hospitalier militaire de la capitale marocaine Rabat pour la poursuite de ses soins. L'ancien président burundais Pierre Buyoya, au cours d'une conférence de presse animée mardi à Bamako, a dénoncé le mandat d'arrêt international lancé à son encontre par les autorités de son pays. Il a pointé du doigt l'État qu'il accuse de vouloir déstabiliser l'accord de paix d'Arusha signé en 2000. Une situation qui, selon lui, pourrait entraîner une nouvelle crise ethnique dans son pays. Pierre Buyoya est accusé d'avoir pris part à l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président du Burundi en 1993. C'est tout pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la Voix citoyenne.